Salut à tous et merci de nous suivre aussi nombreux sur cette page Facebook. Je vous rappelle que vous devez vous abonner sur la page Facebook pour recevoir les alertes des retransmissions des émissions. Vous pouvez nous suivre aussi sur la page YouTube où vous avez toutes les émissions en rediffusion, à part bien sûr les demi-finales. Celles-ci, vous pourrez les suivre sur la chaîne Sport en France. Aujourd'hui, au sommaire très dense, nous ferons un focus sur Saint-Vulbas avec deux grands formats, l'un consacré à Jean-Paul Delorme et l'autre à Guy Hanin et Barbara Barthé. Une interview pleine d'émotions, vous verrez. On rencontrera Marc Giroux, l'ancien maire, sur la conception du Boulodrome, et André Casella pour une rencontre étonnante. Et Didier Montrade également, le président du comité de l'Ain. Ensuite, retour surfeur avec la traditionnelle ambiance, le fameux tifo, la surprise de Fabrice Laposta avec le Kiss Cam de la Saint-Valentin. Fabrice Laposta reviendra sur les demi-finales et finales avec les interviews des joueurs. On reviendra sur cette petite polémique du buzzer entre Balaruc et Saint-Vulbas. On reviendra sur le classement général, bien sûr, le classement des joueurs, la boule rouge, l'analyse de Marc-Alexandre, la boîte à questions de Gaël Berger de Sport en France, et puis enfin le tirage au sort pour Saint-Vulbas. Et bien sûr, tout le programme de Saint-Vulbas. Sans plus attendre, on rejoint Fabrice Laposta à Saint-Vulbas avec son premier invité, Georges Delorme. Allez Franck, merci, tu avais raison. Nous voilà à Saint-Vulbas et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir été invité par l'entraîneur, le manager, le coach de cette équipe, Jean-Paul Delorme. Jean-Paul, merci de me recevoir ici. C'est un peu ton fief ici, c'est ton Boulodrome. On est dans les tribunes. On voit les joueurs qui sont en train de s'entraîner. Je vois qu'il y a des ateliers un petit peu partout. Ça fait combien de temps que tu entraînes ici à Saint-Vulbas? C'est ma 6e année, ma 6e saison. Je connais un peu mon parcours. J'ai débuté ici avec Jeannot Védrine. Ouais, donc c'est ça, c'est qu'en fait, les gens aujourd'hui, Jean-Paul Delorme, on connaît grand entraîneur de l'Accro, grand entraîneur de Saint-Vulbas, mais en fait, les gens te connaissent peu. Comment t'es arrivé en fait dans le sport boule? À la base, je suis un footballeur. Et en plus d'être footballeur, j'ai toujours été un petit peu meneur. Donc après ma carrière de footballeur, j'ai voulu entraîner. Donc je suis passé initiateur, animateur, éducateur, moniteur, entraîneur. Et dans début des années 90, Jeannot Védrine est arrivé à Saint-Vulbas. Et là, il cherchait un préparateur physique. Louis Drujon, qui était président de l'époque, connaissait, puisque je suis dans le village d'à côté de chez lui, il me connaissait et il est venu me chercher en Berguer-en-Bugey pour faire la préparation physique des boulistes. Donc il avait déjà en tête, avec ses épreuves de tir, de mener ses clubs avec des vrais entraîneurs. Voilà. Déjà à l'époque, tu connais l'histoire de Jeannot Védrine. La base des clubs, c'est qu'il voulait entraîner ses joueurs, les porter un peu vers l'excellence, avec des ateliers, avec du travail sur le tir de précision, sur la préparation physique, sur les courses de prog, tout ça. Parce que c'est lui qui a inventé, en fait, bien sûr. Qui a inventé toutes ces épreuves-là. Bien sûr, voilà. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui en club sportif, le départ, c'était pour entraîner les boulistes. Donc là, c'est cette période-là, quand tu prends ce poste-là, c'est les années 90, 92, je suis arrivé dans les boules, tu vois. D'accord. Donc j'ai fait un petit cahier des charges, j'ai essayé de comprendre comment se jouait la boule lyonnaise. Je connaissais un petit peu, parce que dans tous les villages, il y avait des boulodromes. À l'époque, ça jouait de partout, quoi. Et même moi j'étais footballeur, mais de temps en temps l'été, j'allais jeter des boules avec des copains, parce que dans tous les villages, il y avait des boulistes. Et on passait, on regardait, des fois on faisait le 4e, quoi. Donc là, tu fais cet apprentissage-là, et puis après, donc, tu deviens l'entraîneur de l'Accro quelques années plus tard. Eh bien après, dans les années 2 ans après, Aldo Facero, Gilbert Gassin et Jean Place se sont souciés un peu de ce qui se passait à Saint-Vulbas et ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, puisqu'on a été champion de France à Sainte-Sigolène, je crois, dans les années 92 ou 93. Et là, l'Accro est venu me faire des propositions. Je jouais dans l'équipe Montagnon, donc ils nous ont fait monter à l'Accro, tout. Et là, tu prends le vrai poste de manager. Et après,
Aldo Facero, malheureusement, disparaît. Donc, c'est Gilles Bergassin qui prend en charge le club, hein, toujours présidé par Jean Place. Ouais. Et là, ben, il se passe que Patrice Mantrel, il devient manager. Et moi, je deviens entraîneur. Entraîneur, préparateur physique. Entraîneur, préparateur physique. La base des boules, moi, c'est surtout la préparation physique. Hein. Moi, C'est les ça, boules, pour moi, c'est un sport. Ouais. Donc, vous, les boulistes, vous êtes des athlètes. Voilà. Et donc là, tu fais combien d'années? Je fais 19 ans. Tu fais 19 ans, Ouais. tu as 10 titres de champion de France, 13 titres de champion de France. 13 titres de champion de France. J'ai Ouais. appelé ce matin la fédération et Fabien Amar Ouais. qui m'a donné un petit peu tout, Ouais. tout ce parcours. Ouais. Et donc tu es à l'origine de ces résultats avec Sébastien Graille Voilà, qui est chez toi. Tu as formé tous ces tireurs de progressifs. Ouais, du Verger, tout ça, les Jarnet, Fabien Amar a travaillé, on a travaillé tous ensemble. Voilà, Tu es le premier entraîneur à gagner la Coupe d'Europe. 4 Coupes d'Europe. 4 Coupes d'Europe. 4 Coupes d'Europe. Je suis le seul entraîneur en France à avoir gagné 4 Coupes d'Europe. Hein. Donc il y en a combien avec l'Accro? 3 avec 3 avec l'Accro et une avec Saint-Vulbas. Et voilà, une avec Saint-Vulbas. Et donc là, tu as cette période-là, donc ça doit être des souvenirs incroyables parce que tu es le seul entraîneur à avoir gagné cette Coupe d'Europe pour l'Accro. Vous avez dû vivre des moments Ouais, extraordinaires. Ouais, c'est toujours. Il me reste des souvenirs inoubliables, quoi, hein, bien sûr. 84, 86, 88, 2004, 2006 et 2008. Oui. Ouais. Après 2018 avec Saint-Vulbas. Mais bon, on se rappelle de tout. On se rappelle de toutes les parties. On se rappelle de... C'est magnifique. Les joueurs, ben, ils sont dans mon cœur, quoi, tous. Hein. Je suis passé tous les jours de l'Accro. C'est tous des amis, quoi. Hein. Bien sûr. Et alors, moi j'ai une question, c'est tu fais 19 ans à l'Accro, tu as ces 13 titres de champion de France, tu gagnes 4 Coupes d'Europe, puis après tu es réembauché par... et il y a un vrai transfert qui s'opère avec Saint-Vulbas, puisque Oui. tu prends après, donc tu pars de l'Accro pour prendre le poste à Saint-Vulbas. Aujourd'hui, Saint-Vulbas est le club numéro 1 avec ses titres, avec ses résultats. C'est quoi la recette aujourd'hui pour faire de ces clubs les meilleurs en France? C'est quoi aujourd'hui La recette, c'est le travail. La remise en question et le travail. La base de... Moi, mes entraînements, c'est 15 heures par semaine. Hein, une remise en question permanente et puis le travail à la carte. Moi, je suis là à 13h30, je suis dans le boulodrome. Quand je ferme le boulodrome, c'est 21h. Et chaque joueur passe, ils ont des exercices à travailler, au point, au tir, aux précisions, en course. C'est tous les jours ça? C'est le mardi et le jeudi. Le mardi et le jeudi. Voilà. Et donc c'est des entraînements, un Sébastien Belay avec un Alex Spécifique, Chira, voilà. ils n'ont pas le même entraînement? Non, Ok. aucun le même entraînement. Ils ont tous des entraînements spécifiques pour les pointeurs, pour les tireurs. Si un pointeur a besoin de travailler sa sortie de main parce qu'il la sort un peu de côté ou un peu à l'intérieur, ben on fait des exercices que tu vois sur les jeux là, pour que les gens travaillent, pour que les gens s'appliquent, pour que les gens se remettent en question. Voilà, on travaille aussi un peu l'isolement, on travaille un petit peu la psychologie, on travaille un petit peu tout pour que ça soit des sportifs de haut niveau. Et tu vois, je te reconnais dans ce que tu dis parce que tu parles de psychologie. Moi, j'ai un souvenir avec toi parce que je me rappelle quand j'étais en équipe de France et tu as été également préparateur et entraîneur des équipes de France. Et je me rappelle notamment, par exemple, sur les championnats du monde à Feltret où tu t'occupais de moi. Tu savais me prendre aussi. Tu savais que moi, tu n'allais pas me demander de courir ou d'avoir une grosse préparation, mais tu savais que j'avais besoin aussi d'être un peu préparé, d'avoir un réveil musculaire le matin. Et je pense que c'est ce qui fait ta force, c'est de t'adapter aux champions et aux joueurs que tu as en face de toi. Le plus, c'est ça, c'est comprendre l'athlète. Hein. Bien sûr que je ne vais pas demander les mêmes exercices ou la même façon de vivre à toi, ou à Sébastien Belay, ou à Alex Chira, ou à Sébastien Graille. Hein. Chaque épreuve demande sa spécificité, mais après, l'entraîneur, il doit aller chercher au fond de l'athlète le petit truc qui va le faire gagner, quoi. Hein. Mais pareil, avec toi, Feltret, c'est des souvenirs inoubliables. Mâcon aussi, Mâcon. Ah ouais, Mâcon, voilà. Et après, bien sûr que certains boulistes, t'en es l'exemple, hein, vous êtes des phénomènes, mais après, il faut le petit truc il faut le travail. Voilà, le petit truc qui déclenche et qui te fait gagner, quoi. Hein. Et alors, tu parles de travail, on parle de préparation. Quand tu vois aujourd'hui cette Ligue M1 de Sport Boule qui a été mise en place, quand tu vois les statistiques qui ont été également, c'est une nouveauté hein, sur cette saison où on a l'ensemble des boules pointées. Toi, en tant qu'entraîneur, déjà j'ai une première question. Est-ce que ça t'apporte quelque chose d'avoir ces stats?
Mais déjà, c'est une reconnaissance. Ça me fait quand je regarde tes émissions, quand je regarde les statistiques, tout, c'est un énorme plaisir. Je vois mes joueurs qui sont 80% du club sur tes statistiques, parmi les meilleurs tireurs, parmi les meilleurs pointeurs. C'est bien, c'est un plus, et j'espère que ça va tirer les boules vers le haut, que ceux qui sont derrière vont essayer de copier un peu ce qu'on fait pour aller encore plus haut, pour tirer les boules vers l'excellence. Ça doit être une satisfaction de toi, de voir Pascal Persicot, de voir Chira, de voir Belay, de voir tous ces joueurs que tu as formés, que tu as entraînés, qui sont à des niveaux de performance à plus de 80% de moyenne. On voit des garçons comme David Pirou également, qui travaille aussi à tes côtés. Ça doit être... c'est éblouissant, quoi. Un entraîneur, c'est ça, hein, quand on voit... le joueur arrive à être champion d'Europe, champion du monde ou champion de France. Tu travailles pour ça, toi. Voilà, c'est ce que je leur dis. Aujourd'hui, la reconnaissance, c'est ça, c'est les titres. Moi, ma valeur, c'est vous qui me la donnez. C'est ce que je leur explique aux joueurs. La valeur que j'ai, c'est vous qui me la donnez. Hein. Si vous ne me faites pas gagner, moi, je ne pourrais pas gagner. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis derrière aussi et puis que je mets beaucoup de rigueur. Alors, les gens ne le savent pas trop parce que c'est un peu les coulisses, ça. Mais tu leur dis quoi dans les vestiaires avant d'affronter les joueurs de l'accro ou avant d'affronter les joueurs de Ballaruc? C'est quoi ton discours à ces grands joueurs? Mon discours, c'est un discours de sportif. Moi, ma préparation psychologique, elle est faite dans le vestiaire d'un footballeur, quoi, hein. Donc je leur parle comme à des sportifs de très haut niveau, comme s'ils jouaient en 3e division ou 2e division au foot. Hein. Et puis après, il y a la reconnaissance, quoi, hein. Si vous leur donnez, hein, plus on leur donne, plus ils vous rendent. Hein. Voilà, c'est ça, au fond de moi, mon secret, c'est ça, quoi. Et que ce soit Sébastien Bollez ou David Pirou ou Alex Chira, je leur donne tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils me demandent, mais il faut que sur le terrain, après, ils me rendent, quoi. Hein. Parce qu'après, je suis dans le vestiaire, je suis le père Fouettard. Après, on est copains, on est amis. Alors on était avec Régis Faure la semaine dernière où il nous a parlé de ses anecdotes, de plein de choses. Toi, il y en a une qui t'a marqué en tant qu'entraîneur. Si tu avais un souvenir, un titre, une anecdote, ça serait laquelle? Une Coupe d'Europe. Je me souviens, c'est Gérard Condron sur un combiné où il est malmené, il nous reste 2 mènes et puis Gérard, il faut qu'il fasse l'exploit. Et il jette le but, on discute un peu, il y a eu un temps mort, on discute un peu. Et j'ai à Gégé, il faut que tu mettes le but là-bas, en haut à gauche, il y avait un petit trou dans le cheveu. Gégé envoie le but, hein, maestro de l'époque, il envoie le but, il met le but dans le trou. Et dans la main du combiné, la main au point, il a fait 7 points, 3 bibes. Donc il a mis les 4, 3 Il a mis les 4, 3 biberons. Et c'est le titre. C'est phénoménal. Et puis voilà, la passe d'après, il fait ses 4 sur 4. Et puis ça nous a ouvert la porte pour être champion d'Europe. Et c'est ce qui vaut à Jean-Paul Delorme d'être la légende aujourd'hui, la légende vivante des entraîneurs du Sport Boule. Jean-Paul, merci. Merci de ton accueil, de cette sincérité et de cette vision qu'on n'a pas beaucoup dans le Sport Boule, qui est l'entraînement. On va te souhaiter bonne chance pour la finale à Ballaruc, je te remercie bien. Des clubs. Et puis, j'espère qu'on continuera de voir les joueurs de Saint-Vulbas en haut de l'affiche sur les stats. Voilà, tant que je pourrai, je donnerai aux boules. Hein, c'est une reconnaissance aussi. Voilà, une fois qu'on est arrivé au sommet, après, on a toujours tendance un petit peu. Mais moi, non, je veux rendre ce que les boules m'ont donné, je veux le rendre. Voilà. Et puis, je suis très fier aussi de participer à la Ligue 1 parce que c'est ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est magnifique, quoi. Ça relance le sport boule, ça relance les spectateurs, ça attire le monde, c'est bien. C'est l'avenir des boules, je crois. Hein. Jean-Paul, merci beaucoup, merci à toi. Et puis un petit message perso à tous les jeunes. Si vous avez envie de devenir champion du monde, champion d'Europe, champion de France, venez faire un tour à Saint-Vulbas. Jean-Paul, c'est l'homme de la situation. Et Franck, j'ai encore une petite surprise. On se retrouve à l'extérieur. J'ai 2 nouveaux invités et on va avoir encore de beaux moments. Eh ben oui, Fabrice, toujours à la recherche évidemment de personnalités à Saint-Vulbas. Voici l'ex-maire Marc Giroux. Marc Giroux qui est à l'origine de cette construction, vous et les autres bien sûr, à la construction de ce boulodrome Jeannot Védrine.
exact. Comment s'est passé ça a été compliqué pour construire un boulodrome? C'est compliqué de construire un boulodrome tout court dans une commune? L'idée, c'était de l'insérer dans un complexe qui dépasse volontairement le cadre communal pour, avec mon idée première d'apporter la modernité à ce petit village. Et pour ce faire, d'amener de la dynamique dans un établissement, par la notion du sport, il n'y a pas mieux à mon avis. Donc la discipline boulis étant présente localement, il m'est venu à l'esprit de l'accompagner pour la tirer un peu vers le haut, pour y associer le mot sport au plus haut niveau. D'où la conception à venir. Cette conception, elle est absolument unique. Elle est unique en France, la conception, avec justement cette charpente. Ce qu'il faut qualifier d'unique, c'est peut-être l'idée que, à l'époque, je me suis permis d'avoir pour imaginer que le sport boule rejoigne le cortège olympique. D'où l'idée de ce symbole à travers des anneaux olympiques qui, Dieu merci, raison est donnée, ont traversé le temps. Et il manque une chose, c'est que le sport boule atteigne son but. J'espère qu'un jour ça le fera. Enfin, nous, on fait tout pour. Ça, je fais confiance à tout ça et j'aurai un immense plaisir à partager le moment venu, le bonheur de tous les acteurs du monde bouliste. Voilà, et bien si vous passez par Saint-Vulbas, je vous propose de venir faire un petit tour dans ce boulodrome, non seulement pour voir évidemment la Ligue 1, mais aussi voir cette charpente qui est assez extraordinaire. Merci Marc. T'en prie. Voilà, Fabrice, je crois que tu es avec d'autres invités. La parole est à toi. Allez, Franck, on te l'avait promis, plein de surprises et on a la chance aujourd'hui d'être avec l'immense championne Barbara Bartet et avec son fidèle entraîneur Guy Hanin. Vous l'aurez compris, cette émission, c'est un vrai focus sur Saint-Vulbas avec ses entraîneurs, avec ses stars et ses joueurs et joueuses. Et on a la chance aujourd'hui j'ai la chance d'être avec eux aujourd'hui. J'avais une question, moi, à vous poser un peu tous les deux, parce que vous me faites penser à ce fameux duo qu'on connaît tous, l'immense championne Laure Manoudou et son entraîneur Philippe Lucas. Guy, première question, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire avec Barbara? Depuis quand ce duo fonctionne? Ça fait à peu près 7 ans. Depuis que j'ai 7 ans? Ouais, depuis qu'elle était benjamine et elle voulait faire de l'athlétisme et on ne voulait pas la prendre en athlétisme. C'est une fille qui aimait courir, etc. Et dans ma tête, j'avais déjà l'idée, vu qu'elle aimait faire de l'athlétisme, j'avais l'idée de lui faire de l'athlétisme pour bien entendu l'amener vers le pro. Parce que toi, tu étais déjà entraîneur dans le sport boule à l'époque. Oui, j'étais à Romans et après, quand j'ai quitté Romans, je suis allé sur Mâcon. Et c'est là que j'ai rencontré Barbara. Et puis là, c'est parti. Donc Barbara a commencé à faire de l'athlétisme et on a commencé à apprendre les boules, les fondamentaux des boules avec mon patron qui était Lionel Habert. C'est lui qui m'a tout appris, avec Christophe Sautier, Christian Lacoste. Voilà, c'était la grande équipe que tu as connue, Fabrice, en tant que joueur, avec Gilbert Gassin, DT1, Christian Lacoste, entraîneur national, et puis Christophe Sautier qui encadrait les stages. Et voilà. Toi, Barbara, à cette époque-là, tu connais pas le sport boule en fait? Non. J'ai commencé le sport à l'âge de 3 ans avec le judo et de 3 à 7 ans, je faisais que du judo. Et donc après, j'ai connu Guy et ma mère également aussi étaient tous les deux dans les boules. Donc forcément, j'ai voulu essayer. Ouais. Et j'ai direct accroché et voilà, c'est fait. Alors, ça a commencé comme ça. Et puis après, on connaît tous ton parcours. Tu as 8 titres européens, 4 titres de championne du monde. Tu as gagné le championnat du monde aussi en mixte avec Alex Chira. Tu es recordman du monde avec 46 sur 47. Tu es également recordman du monde en tir de précision. Voilà, j'ai vu plein d'émotions dans les premières phrases de Guy. Parce que comment aujourd'hui on réussit avec, excuse-moi, mais une gamine qui ne connaît pas le sport boule, quand elle naît, qu'elle arrive, qui a des capacités physiques, mais comment tu fais pour l'amener à un tel niveau de performance? Disons que si tu veux, moi vu que je suis issu du football,
j'ai copié un peu ce qui se faisait au foot à Nantes, etc., ou sur la formation. Et Auxerre. Et en voyant ce qu'ils faisaient eux, je dis si on travaille bien les fondamentaux et tout, écouter, tomber sur les bonnes personnes qui nous aident, on peut peut-être réussir. C'est pour ça que j'ai bien aimé, parce qu'on voyait qu'elle était sportive, vu qu'elle avait fait du judo, plus jeune ceinture noire de France, etc., etc. Ah ouais, ça aussi, t'étais. Ah ouais, Donc d'accord. elle avait un autre problème, c'est elle aimait faire de l'athlétisme, elle faisait de la perche. Et bon, alors la perche, il y a des blocages, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et à un moment donné, je dis, il faudra que tu choisisses. L'athlétisme, parce qu'elle était assez douée pour du 400 mètres, et c'est là où elle a connu, après, elle avait rencontré Mélanie... Fabry. Mélina Robert-Buchon. Mélina Robert-Buchon. Mélina, D'accord. voilà, et elle faisait du disque, mais sans s'approfondir ni rien. Alors moi, je dis, il faudra choisir. Elle m'a dit, ben, mon choix est déjà fait, hein. Ce sera les deux. Est-ce que tu vois tout de suite qu'elle a des grosses capacités? Ben, disons qu'elle était réceptive. Elle était réceptive, et en étant réceptive, en voyant les fondamentaux, je lui ai dit, non, si on ne se trompe pas, quoi. Et vu que j'étais avec mes collègues, et c'était une bonne équipe, et entre nous, j'étais pas tout seul, hein, ils m'ont beaucoup aidé aussi, hein, parce que je suis curieux, je suis demandeur. Et après, j'ai eu la chance de connaître Thierry Cotte, Voilà, le qui est préparateur le physique. préparateur physique, qui a été à Saint-Etienne, qui a joué, Voilà. qui a été après dans le club de foot en Angleterre, Voilà. qui a fait les préparations physiques pour Sébastien Graille aussi, je me Tout rappelle. à fait, c'est ça. Et Thierry, parce que je l'entraînais au foot à Romans. D'accord. Et on s'est connus, on est amis, quoi. Et là, je lui ai dit, il faudra que tu m'aides. Et c'est là où il est venu dans le Sport Bourse. Et là, avec vous préparez pour Barbara une vraie stratégie, des entraînements Ah voilà, et quelque chose de, voilà, de sérieux. de sérieux. Voilà, parce qu'avec quelqu'un qui connaissait vraiment, qui a amené, et Graillou, il peut en parler, hein, il le connaît aussi bien que moi. Et si tu veux, bon, ben, moi je continue à entraîner d'après ce que Thierry m'a toujours appris. Et quand j'ai un pépin, je sais que je peux l'appeler, il m'a toujours dit, tu m'appelles, Guy, je serai là. Tes premiers résultats, c'est au bout de combien de temps d'entraînement? Tes premiers titres? J'ai attaqué à l'âge de 7 ans. Les premiers gros championnats, c'était les championnats Rhône-Alpes à l'époque. J'étais sous les couleurs de Romans, effectivement. J'avais une dizaine d'années, je dirais, à peu près. Ouais, c'est vieux tout ça. Exactement, une dizaine d'années. Moi, j'ai une question à te poser parce que quand tu as gagné autant de titres, est-ce que tu as toujours la même envie? Est-ce que tu as envie de marquer l'histoire par des records, par ce qu'a fait Sébastien Graille pendant des années? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas lassé? Est-ce que tu as encore des grosses ambitions? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête aujourd'hui en tant que sportive? Alors effectivement, vous parlez de Sébastien Graille tous les deux. Ça reste la légende du tir progressif qui marquera à vie l'histoire du sport boule, même si... il y a d'autres joueurs comme notamment Alex, hein, mon collègue qui est monstrueux, qui est phénoménal. Qui est phénoménal dans les tirs, mais aussi en traditionnel. Ouais, Parce que quand tout tu à vois fait, dans sur les la ligues. Ligue M1 Tout à fait. les pourcentages, et Jean-Paul Delorme en parlait tout à l'heure, il n'a rien à enlever au plus grand joueur du circuit, quoi. Il est complet même en précision. Hein. C'est un joueur complet. Tout à fait, on en parle surtout en course parce qu'il est tellement extraterrestre qu'on en parle beaucoup, mais en trad, les gens ils le savent pas forcément quand ils le connaissent pas, mais il est énormissime quand même. Et je peux vous le dire, moi qui m'entraîne à l'entraînement avec, en précision on le voit pas en championnat, mais même en précision, des fois il nous fait des 32, des 33, des 30, régulièrement. Et c'est vraiment, que ce soit humainement ou sportivement, il est complet et génial. Voilà. Et donc, on parlait justement de cette motivation. Tu as envie de gagner encore des titres? Tu vas t'arrêter où? Et ben donc, ou pas? Pour en revenir, moi, effectivement, je suis une compétitrice dans l'âme, donc forcément, tous les championnats, je les prends tous à cœur et j'y mets tout mon possible pour aller chercher l'or. À chaque fois, j'ai des objectifs à chaque début de saison. Là, l'objectif qui m'aurait fait vraiment rêver et encore plus boosté, je pense que ça aurait été les JO. Donc, ça reste un petit goût amer en bouche, hein, forcément, mais ma motivation, elle a pas baissé. Et que ce soit les titres nationaux, les titres européens ou mondiaux, j'ai toujours la même motivation sur chaque championnat. Guy, comment on fait quand tu as comme ça une athlète que tu entraînes depuis donc maintenant, on va dire, plus de 15 ans, hein? Oui. C'est ça. Comment on fait pour dire à Barbara Barthès,
cours, continue, entraîne-toi, quand tu as été plusieurs fois championne du monde comme ça, comment tu arrives encore à la pousser dans ses retranchements? Je crois que le plus dur avec elle, c'est pas de lui dire fais ci, fais ça. Déjà, à mon avis, elle en fait trop. Il faudrait plutôt trouver des plages de récupération pour qu'elle puisse continuer encore un peu. Mais c'est difficile parce qu'elle a toujours envie de s'entraîner et c'est le grand danger avec Barbara. Alors par contre, pour un entraîneur, c'est le rêve quoi, d'avoir... Oui, c'est le rêve, mais je crois que on n'a pas tiré le maximum d'elle. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que quand on voit les niveaux de performance, on parlait de Sébastien Grail 51 Oui. sur 51, on voit Barbara un record à 46 sur 47, et là tu dis qu'on a peut-être encore, tu penses qu'il y a encore... Je pense que, bon, elle a des problèmes. Il faut savoir que Barbara, bon, on ne sait pas tout sur elle, elle a un gros problème, c'est quand elle fait du prog, au bout de 3 minutes 30, de 3 minutes 30, 4 minutes, elle a mal au bras là. Et elle s'est tétanisée. Et donc la dernière minute, elle a fait jamais à fond. Donc pour moi, elle doit être capable de tirer assez... Alors on est en train de travailler avec des personnes, on espère, très compétentes pour essayer de trouver d'où vient ce problème. Si on arrive à résoudre ce problème, je suis sûr qu'elle est capable de tirer 47-48 boules régulièrement. Ah, tu vois, c'est vraiment une Voilà, chose importante ce que tu dis, parce que c'est des choses que personne ne sait, ça, tu vois, Ouais, au niveau de... non, ben nous, et tu vois, Fabrice, je trouve que, et après je parlerai de notre ami Alex Ira, je trouve que là, on a des athlètes, notre fédération ne fait pas assez pour ces athlètes. Parce que si ils rencontraient les entraîneurs, nous, on pourrait parler, expliquer des choses, et aller chercher ces petites bêtes-là, qui nous ennuient, qu'on n'arrive pas à trouver. Vous voyez? Tu vois, c'est important, parce que quand je parle avec André Casella, le président du club, avec Marcel Jacquin, on sent qu'il y a une vraie structure, un vrai centre, et que vous faites les choses. Et aujourd'hui, ouais, c'est un petit peu un appel au secours que tu fais au niveau de la fédération, pour qu'il y ait, si je comprends bien, un peu plus à l'écoute des athlètes. Alors, c'est vrai que je travaille, enfin, j'aime pas dire je, c'est vrai que l'on travaille comme on faisait à l'époque de Thierry Cotte. Nous, on va faire des tests physiques avant de passer sur une préparation. Et là, quand j'amène Alex, bon, je les amène tous, hein, et quand j'amène Alex, le gars, il me dit, mais tu m'amènes que des phénomènes. Et je lui dis, lui, c'est pire qu'un phénomène. Demande-lui combien de fois il s'entraîne. Alors, Alex explique tout. Et c'est tout ça, parce que Alex s'entraîne, à vrai dire, Alex, il s'entraîne 2 fois, avec le record qu'il fait, là, il s'entraîne 2 fois sur tapis avec nous. Moi, j'ai rien d'exceptionnel, quoi. Ça veut dire que ce mec, si on était capable de le faire travailler un peu plus, mais c'est un phénomène, c'est un mec qui tirait, je pense régulièrement, 52 boules quand on voit ce qu'il fait aux entraînements. Malheureusement, on en a discuté, il était prêt à faire encore un foncier d'1h15, 1h30 par semaine. C'est ce qu'on lui demandait. Il ne peut pas le faire tout le temps, parce qu'il est tout seul. Et pourquoi pas essayer de trouver à ce phénomène un emploi où Ouais, oui, on dans adapte dans les meilleures conditions. dans les meilleures conditions. Parce que ce garçon se lève à 3 h du matin, il va sur Lyon, il bosse jusqu'à midi, il rentre sur Rive de Gier, il fait une petite sieste, Et puis, il revient s'entraîner là. Et puis il joue 48 week-ends sur 52 avec le traditionnel. Voilà, avec tout, Fabrice. Voilà, Fabrice. Et vous voyez, je pense que c'est ça. C'est là où le bas blesse. Parce qu'on pourrait l'utiliser même en traditionnel. Et qu'il ait des temps de récup. Voilà. Barbara, quand on t'a vu hein, sur la première étape de la Ligue Emma, quand tu vois l'habillage de cette compétition, on t'a vu même aider, marquer les moyennes, est-ce que tu aimerais qu'au niveau féminin, il y a également pour le jeu traditionnel, parce que je sais que tu aimes aussi jouer ces fameuses parties, tu as eu beaucoup de titres nationaux, tu as gagné plein de compétitions, est-ce que tu penses que ça ferait du bien également au sport féminin d'avoir des belles compétitions? On t'a vu revenir déjà dans le Super 16 et dans le circuit actuel. Bah, effectivement, c'est sûr que quand on voit la Ligue M1, ce que vous faites pour les mecs, c'est fabuleux, hein. C'est grandiose, c'est du spectacle, il y a le jeu qui suit, enfin, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Et oui, je pense que c'est exactement ce qui manque aux filles, parce que actuellement le championnat traditionnel féminin, il n'est pas reconnu. Le niveau, il est pas, les filles n'ont pas la même motivation que les mecs, on ne leur donne pas les mêmes motivations, disons, pour aller faire les concours traditionnels et effectivement si on mettrait ça en place pour les féminines, ça
ça changerait pas mal de choses, je pense, effectivement. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un vrai engouement au niveau du nombre de licences chez les filles. On voit qu'il y a de plus en plus de clubs. Donc ça, je pense que la fédération, elle est sensible justement à cet engouement qu'il y a pour le sport féminin. Tu es une fabuleuse ambassadrice. Tu parlais des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Barbara Barthel, la grande championne, pour la suite, ta vision dans le sport boule et ton épanouissement personnel? Bah déjà, ma vision pour le sport boule, ça serait effectivement développer le sport féminin et penser aussi aux jeunes. Parce que pour l'instant, c'est déjà un très très bon début. Je ne vais pas revenir là-dessus, qu'on pense aux hommes et qu'on fasse évoluer les choses dans le bon sens. Donc ça, c'est top. Et si par la suite, on peut faire penser aux féminines et aux jeunes, qui est forcément l'avenir, ça peut être une belle évolution pour le sport boule et la suite des choses. Tous les deux, une petite anecdote. Quel est un titre marquant? Vous avez été de partout, dans les pays, dans les compétitions. S'il y avait un titre, s'il y avait une anecdote, vous avez quelque chose à nous faire partager? Peut-être son premier titre en Turquie. Il était beau. Il était beau parce qu'on allait à Port-les-Barques avec notre ami Baez, Stéphane Pingin et toute la clique. Et Christian Lacoste avait autorisé Pascal Condamin à me commenter la finale avec le portable, avec les problèmes. Et bon, sur la route, orage, etc., ça coupait, et à un moment donné, ça coupait, et elle avait, je crois, 2 boules de retard sur la chinoise. Et à la fin, je dis merde, on va pas tout assister. Je me rappelle, midi, elle est championne du monde. Et donc elle avait passé la vitesse supérieure et elle les avait doublés dans la ligne droite. Ça, c'est la première anecdote. Et puis après, bon, c'est être championne du monde pour elle, ça a été dur, être championne du monde à Macon. C'était fantastique. Ça, j'ai suivi. Pour tout le monde. On va le montrer, on va vous le remontrer en image parce bien. que je pense que ça vaut le détour. Le match, il est fantastique contre la Ziping, chinoise. hein, c'est Ouais. ça. C'est l'autre phénomène chinoise qui vous aviez fait un spectacle fantastique. On le voit actuellement là sur les images. Voilà, petit souvenir. C'était une finale explosive. Fais-nous la vivre en même temps. Eh ben, je vais vous la faire vivre avec mon anecdote en fait. Donc, je démarre cette finale, on démarre super bien. Et je fais un trou à 1 minute 30 environ et j'étais bien dans ma bulle quand même, donc ça allait. Et je voyais un petit coup d'œil à côté sur le tapis où il y avait la chinoise, un bras qui se levait à chaque fois qu'elle tirait comme ça. Et moi je pensais que c'est l'arbitre qui levait le drapeau rouge, mais en fait c'était sa collègue qui remettait les boules blanches qui l'encourageait comme ça. Donc elle n'avait pas fait de trou, mais ça je le savais pas. Et, Parce qu'il y avait une euphorie de malade. Ah ouais, il y avait un bruit, un truc de fou, hein, mais vraiment c'était énormissime à vivre. Et arrive la fin de course, donc je suis toujours -1, elle n'avait pas fait de trou, la chinoise elle était à 100%, moi j'étais à un trou. Et je n'accélère pas forcément, je suis bien sur tes frappes. Tu regardes pas le chrono, le panneau de j'ai essayé, marquage, mais je comprenais rien. Voilà. Ouais, je comprenais pas grand chose. Et je tire mes 2 dernières boules, mais genre je les tape, c'est bien, je les tape pas, je m'en fous. Je tire la dernière et je saute de joie. J'étais contente. Sauf que j'avais pas compris qu'il fallait absolument que je la tape avant le gong et que la chinoise à côté a loupé sa dernière, sinon c'était foutu pour moi. Et du coup, tu gagnes d'une boule. Et je saute de joie sans savoir que c'était chaud en fait. J'aurais pu perdre, j'aurais sauté de joie pareil. Si, alors justement, je pourrais dire une petite précision quand vous parlez de motivation. C'est vrai que aujourd'hui, surtout sur les matchs de club, quand on est toujours ensemble, quand je fais mon épreuve, j'ai envie que tout ce qu'il me donne aux entraînements, tout ce qu'il me donne chaque semaine, lui rendre et qu'il soit un minimum fier de ce qu'on peut faire et de ce qu'il nous donne. Donc voilà, c'était peut-être le moment pour lui dire, donc je te remercie. Ça c'est fantastique et ça c'est du Barbara Barthel. Voilà, merci à tous les deux en tous les cas. C'est nous qui vous remercions. Pour ce beau moment plein d'émotions. Et puis voilà, c'est une grande championne, elle l'a dit, le sport féminin, il faut y penser, il faut penser aux jeunes et puis qu'elle continue parce qu'elle le mérite et puis qu'elle remplit de joie son entraîneur. Oui, Fabrice, 2 petites secondes avant de te retrouver avec tes invités. André, on est en plein milieu des terrains. Il y a une équipe de Tunisie. Il y a une histoire entre Saint-Vulbas et la Tunisie. Oui, il y a une histoire qui dure depuis quelques années, depuis les années 95.
c'est une relation particulière qu'avec le club de Saint-Vulbas, une relation très forte et amicale surtout, entre la Tunisie et Saint-Vulbas, parce que Jeannot Védrine, c'est lui qui a mis ça en place avec le club pour cette relation amicale qu'on a entre ces deux clubs. Donc on les reçoit, on les a chez nous pendant une semaine. Donc ils ont 2 terrains à eux, ils s'entraînent pendant ces jours, on les a accueillis, on les a mis en place et ils sont très contents. Et les entraîneurs leur donnent des conseils ou ils sont simplement entre eux? Non, leur entraîneur national est présent avec eux. Donc voilà, déjà. Après, il y a un entraîneur qui est Guy Hanin, qui est à côté, qui quand il est là, il leur donne quelques conseils, mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Il est là en tant que consultant. Si Zied, qui est l'entraîneur national, lui demande des choses, il lui répond, mais c'est pas. Voilà. Nous, on les aide, on les accompagne. Vous les aidez au niveau logistique? Non, moi j'ai simplement fait les invitations, parce que c'est très compliqué, des ambassades pour les faire venir en France, il faut des invitations et tout ça, déjà. Après, j'aurais trouvé un véhicule, j'aurais trouvé un hôtel, j'aurais trouvé pour manger, mais la rémunération, c'est eux qui la prennent en charge, voilà, pour que ce soit bien précis. Voilà, alors Saint-Vulbas, terre d'accueil, pourquoi pas, de tous nos amis bullistes internationaux. Bravo, président. Tout à fait, merci en tout cas. Et puis je suis content, ils sont très contents parce que j'avais leur président que j'ai ramené ce matin à la gare parce qu'il allait sur Paris. Il était très très content de leur accueil et il remercie beaucoup Saint-Vulbas et puis tout son entourage parce qu'ils ont été très bien reçus. Voilà. Allez, avant de retrouver Fabrice, on a le président Didier, le président du comité de l'Ain. Alors, la Ligue 1, elle est forcément magnifique, on voit des champions. Mais le Sport Boule, d'après vous, est-ce que c'est une grande famille? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas réunir un petit peu tout ce monde? On va essayer de réunir. Là, on va essayer pour le prochain, donc le 29 février. C'est vrai qu'on va être un peu court, mais là, on va essayer de contacter tous nos présidents de secteur, je vais les inviter, et tous les responsables des clubs. C'est parce que vous avez une idée derrière la tête, vous voulez les présenter? Oui, je veux les présenter. Sachez, il faut voir qu'il n'y a pas que l'élite. L'élite, c'est ce qui tire vers le haut, mais qu'en dessous, il y a des clubs, comme dans l'Ain, on a 16 clubs en ce qu'on appelle National 5. Quand on joue autrement que les clubs, on a des clubs féminins, on a des clubs masculins. Donc, les présenter au public, leur faire voir que dans le département, il n'y a pas que l'élite. Moi, j'aime bien l'élite, mais si en bas, on ne fait pas voir le bas, on va rester un petit peu en bas de l'échelle, c'est le cas de le dire. Ça veut dire que vous lancez un petit appel, Didier Oui, je lance un appel que tous les gens comme moi, tous les gens qui sont M4, National 5, les féminines qui jouent en plus bas, soient présentes pour faire voir qu'on n'est pas obligé d'être dans un club d'élite pour pouvoir pratiquer le sport boule. On peut jouer à un niveau qui est le nôtre. D'ailleurs, pour pratiquer le sport boule, il faut bien commencer en bas pour arriver jusqu'en haut. Exactement. Tous les grands champions sont commencés en bas. Bon, ils n'ont peut-être pas fait la 4e division mais ils ont tous commencé en bas. Il n'y a pas d'autre solution. Si on ne commence pas en bas, on ne peut pas arriver en haut. D'ailleurs, c'est facile de venir dans un boulodrome et de jouer en club. Comment ça se passe? Généralement, on a toujours une connaissance qui nous amène. Quand on voit que les jeunes sont à peu près doués, on les récupère pour la course. C'est pour ça qu'en National 5, ce qu'on appelle National 5, on a fait des courses bien moins longues pour que des gens de 45 ans, 50 ans puissent encore courir 2-3 minutes et jeter des boules. Parce que tout le monde dit qu'on parle de club, voilà, il faut des coureurs. Mais il faut quand même des gens qui savent jouer aux boules aussi. Il ne faut pas que des coureurs, bien sûr qu'il en faut. Mais moi, je pense que si on s'en donne la peine, qu'on ouvre la porte du boulodrome, on peut jouer. On est accueilli, on peut jouer. Partout, il y a quand même dans le département, il y a quand même le choix de club. Il y a Oyonnax, il y a Châtillon, il y a Dommartin, il y a Bourg, il y a Saint-Vulbas, il y a Rive-de-Saône, il y a Saint-Maurice-de-Bénaud, il y a Meximieux. Je dois en oublier de toute façon. Je m'excuse pour ça que j'oublie. Et puis, il y a... Voilà. Donc, si vous voulez venir pratiquer le sport boule, pourquoi pas. En tout cas, répondez à l'appel de Didier Montrade, le président du comité de l'Ain. Et puis, on va se donner rendez-vous à Saint-Vulbas. Rendez-vous le 29 pour tous. Voilà. Merci. C'est moi. Allez, comme promis, retour surfeur avec de très belles images réalisées par Hervé Crozat.
Bravo, bravo, bravo. Bravo, Fabien. Allez, c'était toujours à faire cette petite surprise que Fabrice Lapossa nous a concoctée. C'était le Kiss Cam de la Saint-Valentin. Regardez. Voilà, plein de sourires, plein d'émotions. Bravo d'avoir joué le jeu. Allez, il est l'heure de passer à la compétition. Et avec cette première demi-finale, c'est Fabrice Lapossa qui en parle le mieux.
Et oui Franck, hein, on aura assisté à 2 très belles demi-finales. La première entre Saint-Vulbas et Sète Aglopole. Pas de confrontation hein, dans cette partie. 13-0, 58 minutes de jeu. Les hommes d'Albert Didona ont joué très très fort. Sébastien Mourgue a été impressionnant dans cette partie. Albert Didona également a réussi l'intégralité de ses boules. Et puis en face du déchet, malheureusement, Sète sera passé à côté de cette demi-finale. Mais par contre, il faut encore un bon score au niveau de ce classement. Mais pas de confrontation. Et Albert Didona l'avait dit, il réalise vraiment la belle opération du week-end. Roman, une demi-finale un peu bizarre qui démarre bizarrement, j'ai l'impression. Oh, qui démarre, ouais, on joue pas bien, hein, de toute façon. Je pense qu'on avait la grosse poule, on a laissé beaucoup d'essence dans le moteur. Sur les parties d'avant, on a fait 2 grosses parties ce matin. On a fallu qu'on revienne en contre-graille, on a perdu au poteau, on a cravaché contre le vieux. Et on est passé devant la dernière main, il a fallu taper le but l'avant-dernière main et la dernière main allait jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, en fait. Là, de nouveau, j'attaque la partie, on est de nouveau au but, la première main, deuxième main au but encore. Non, c'est trop compliqué quand on fait pas de reprise, quand il faut faire des reprises sur des jeux où ça fait un peu des bacholes et Tu sens que ça a lâché à un moment donné? Ah mais là, je pense que oui, on a lâché et il vaut mieux perdre comme ça des fois que perdre au poteau. Et, désolé pour les téléspectateurs, c'est comme ça, mais on fait pas exprès. Mais voilà, bravo à Albert Didona qui ont fait une partie à leur niveau. Et nous, on a été, pour être gentil avec mes coéquipiers, je dirais un petit nul, mais bon, voilà. Ça fait encore une demi-finale, mais bon, ça fait pas avancer le. Oui, ça fait les points, mais bon. Ouais, mais bon, là, non, bon, celle-là, ça commence à faire. Je pense que celle-là, ce qui nous a manqué, c'est de l'essence dans le moteur. On avait une grosse poule, là, c'était la poule de la mort qu'on appelait, et je pense qu'on a laissé beaucoup d'essence. Mais bon, on est encore là, on a encore pris 10 points, et on avance. Tant que le moteur fonctionne. Ouais, il n'est pas arrêté le moteur, hein, mais là, il a failli s'arrêter là. Merci Romain. Dans la deuxième demi-finale, entre la Cros-Lyon et Ballaruc-les-Bains, ça a été beaucoup plus serré. Une partie avec quand même pas mal de déchets, mais on retiendra l'excellente performance de Dany Montels qui aura vraiment marqué cette demi-finale. Excellent au point, toutes ces boules tirées, tapées avec un merveilleux carreau. Et en face, la Cros-Lyon qui n'a pas réussi à imprimer le rouleau compresseur qu'ils ont l'habitude de faire. Et victoire des hommes de Patrice Landreau qui méritent leur victoire. Joli but tapé de Julien Mollager. Et revoilà Ballaruc-les-Bains en haut de l'affiche. Ça promet une excellente finale. Allez Fabien, on vient de finir cette demi-finale, accroché au début jusqu'à 2 partout, et puis ça a basculé après. Tout à fait, un début de partie très équilibré, 2-2 après 4 jets de but. Sur le 5e, on a la possibilité de le prendre encore et on ne le prend pas, 3-2 pour l'équipe Landreau, et la main d'après, Dany prend l'option d'aller tirer, il réussit ses 2 beaux tirs, ils font 2 points, 5-2, et après ils ont bien joué, et nous on n'a pas réussi à reproduire le jeu qu'on avait effectué auparavant. Alors justement, le jeu que vous avez effectué auparavant, c'est de battre Rumilly. C'était l'équipe à battre, vous l'avez fait? Ouais, de toute façon on savait qu'en perdant hier soir, on savait que si on voulait en demi-finale, il fallait les battre. C'était déjà un impératif. Voilà, on sait que c'est l'équipe à battre en ce moment, ils sont redoutables. On a eu la chance de faire une belle partie, belle partie. Eux ont joué un peu en dessous par rapport à ce qu'ils jouent d'habitude. On a eu la chance de gagner, voilà. Après, on n'a pas pu reproduire en demi-finale, c'est dommage. Est-ce que ça va être le déclic pour la Cros et de démarrer, de finir sur les chapeaux de roue cette Ligue M1? En tout cas, je l'espère. C'est vrai qu'on jouait pas très bien. Mais on a quand même réussi à battre des belles cylindrées. On a battu Chalamel, on a battu Garcia, on a battu Didona. Donc c'est quand même du positif, même si on a perdu des parties où on a très mal joué. Mais on a quand même montré que les grosses cylindrées, entre guillemets, on peut répondre présent. Après, il y a des fois, quand tu joues bien, tu gagnes, quand tu joues pas bien, tu perds. Voilà, quand tu joues pas bien, tu perds. En tout cas, vous êtes allé jusqu'en demi-finale et c'est plutôt pas mal. C'est les points qui augmentent. Ouais, tout à fait. On va faire un petit bon classement, on va remonter un petit peu. Voilà, il va falloir confirmer dans 15 jours. Voilà, 15 jours, c'est ça, Vulbas. Merci Fabien. Voilà, merci à toi.
Et oui, la finale entre Saint-Vulbas et Ballaruc-les-Bains, ça a démarré timidement hein, des deux côtés. On s'est beaucoup regardé. Fred Marsens a eu des difficultés au début, mais il s'est très très bien repris. Et puis de très très grosses moyennes au tir. Fred Marsens s'est repris. Sébastien Mourgue a été encore très très bon dans ces deux parties, que ça a été la demi-finale et la finale. Et puis Thierry Michel exceptionnel avec 2 buts tapés coup sur coup. On retiendra ce but tapé dans le Money Time hein, à la dernière seconde, mais vraiment une très très belle performance des hommes d'Albert Didonna qui sont heureux de soulever le trophée pour la première fois. Ballaruc aura fait une belle partie. Malheureusement, on les a sentis émoussés hein, dans cette finale avec justement des joueurs qui n'ont pas réussi à relever le niveau de jeu qu'ils avaient eu jusque-là. Mais ils auront prouvé qu'on peut compter sur eux et on a eu encore une très très belle partie. Et puis comme je vous le disais en début d'émission, on va revenir sur le litige du buzzer entre Saint-Vulbas et Ballaruc. Je vous propose de regarder les images en direct aux commentaires. Il s'agit de Fabrice Aposta et de Gaël Berger. 2 tirs au but tout à l'heure. Sur le buzzer, c'est réussi. Bon, elle était lâchée. Elle est jetée. Non mais elle était lâchée ou pas? Elle était lâchée. La boule est jetée. Elle est jetée. La boule est jetée. La boule est sortie de la main. La boule est sortie de la main. Et un petit point. La boule est jetée. Et on le rappelle, hein, il y a 45 secondes. La boule est sortie de la main, arrêtez. Ah, c'est boule jetée, oui, excusez-moi. Non, mais C'est bon. Ah, ici, on va demander le ralenti à Hervé Crozat pour valider hein, pour la Fédération la boule française. est sortie de la main. D'accord. Non, mais monsieur l'arbitre, avant les zones, il faut que le but soit sorti des limites du terrain. Comment vous pouvez dire Vous avez dit c'est pas bon. Vous avez dit c'est pas bon, mais non, c'est pas bon. Ça a sonné. Mais c'est pas sorti de la main, les gars. Si lui continue de rouler et que ça sonne, alors il est bon. C'est quand tu retombes la boule. Et c'est le but sorti. C'est quand ta boule retombe. C'est au basket quand on. Non, non, non. C'est quand la boule retombe. C'est quand la boule retombe. Grosse discussion là avec. Elle est sortie de main. Pourquoi vous dites non alors c'est pas bon? Non, parce que j'avais dans l'esprit club. Il y a la différence. Quand tu tires, c'est quand la boule retombe, mais c'est pas quand elle est sortie de la main. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est très important, hein, on a un moment clé de la partie. Le moment clé, c'est bouillant hein, sur les terrains et dans les travées. Donc, elle est partie. c'est pas plus du 45. Oui, la boule est jetée avant la sonnerie. Donc, c'est bon, oui, c'est régulier. Non, mais vous avez dit c'est pas bon, maintenant vous dites c'est bon parce que elle roule. Quand vous jouez les 45 secondes et que c'est le temps que la boule elle continue de rouler, si elle est pas arrêtée, on va regarder justement, tiens. Allez, on voit au niveau du geste, la boule est lâchée. Ah, ça se joue à rien. Hein. On est vraiment sur le buzzer. La boule est lâchée avant le buzzer. Le coup, il est régulier. On est avant le buzzer. Mais c'est à l'arbitre hein, de prendre ses responsabilités. On va revoir. Allez, on le revoit. On le revoit avec le chrono. c'est bon d'entrée, on n'en parle pas. Faut pas dire c'est bon, après quand il gagne, on dit il a pris plein, il s'est sorti. Non, mais j'ai raisonné club au départ. Mais c'est vrai qu'on n'est pas en club. C'est vrai qu'on n'est pas en club. Moment important dans cette finale. La sonnerie, c'est pas la fin du temps réglementaire, c'est la fin des 45 secondes pour jeter la boule. Voilà Julien, on vient d'en parler à l'instant de ce fait de jeu à peu près 1 heure de match. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc il y a Thierry Michel qui tire un but pour annuler la main qu'ils avaient un petit peu manqué et un petit peu litigieux. Au moment où il lâche la boule, il y a le gong. On ne sait pas s'il la lâche avant, après. Donc l'arbitre dans un premier temps dit qu'il faut remettre le but, que le coup est irrégulier. Et après, il est revenu sur sa décision. Donc, ça a mis un peu le bazar. Mais voilà, Fabrice nous a dit avec le ralenti que la boule avait été lâchée avant le gong. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez bien tenu pendant une petite heure cette première partie. Et puis, ils se sont échappés avec ces 4 points d'un coup. En début de partie, on est un petit peu chanceux. Donc, je pense qu'ils nous ont donné quelques mains un petit peu, mais on n'a pas réussi à reproduire le jeu qu'on avait fait en demi-finale. Il y a un peu de fatigue, c'est la première fois de l'année où on fait autant de parties, donc ça va nous faire du bien un petit peu au classement et c'est de bon augure pour la suite.
C'est bien une bonne augure pour aller chez vous dans quelques temps. Hein. C'est ça, il va falloir continuer sur cette lancée. On a mieux joué ce week-end, donc ça fait du bien. Merci, félicitations pour la finale. Merci. Albert, vous la tenez cette victoire finalement. C'était très important d'essayer d'en remporter une parce qu'on sait que c'est très 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 difficile. On passe par beaucoup d'étapes, on attaque le vendredi soir. Ce matin on s'est levé à 6 h et tu vois, je ne sais pas quelle heure il est, mais bon, il est quand même 23 h et quelques, donc c'est beaucoup d'énergie et on est une belle équipe parce qu'on a su toujours pareil. Partager, tourner. Et on la sent solide cette équipe, et solide et solidaire je dirais. Elle est solidaire, elle est solide, puis des fois elle est très fragile comme toutes les équipes on a des doutes. On a eu un gros doute ce matin quand on a perdu contre nos amis de Nice. On pensait avec la victoire de la veille se donner un peu d'aisance et puis non. Il a fallu battre la fabuleuse équipe de Régis Fort, pareil au poteau et à la dernière main. Et puis après ça nous a un peu plus ouvert le jeu et je suis très très fier de l'équipe qu'on a, très heureux d'ailleurs aussi des gens qui ici organisent des choses exceptionnelles, nous permettent en tout cas de vivre des grandes émotions. Merci aux organisateurs, merci à Fabio, merci à cette Ligue M1 qui nous permet de vivre d'autres choses aujourd'hui, comme des moments comme aujourd'hui et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, on a fait une belle remontée au classement, c'est sympa. Voilà, je pense qu'on avait laissé un peu de jus. À chez nous à Saint-Vulbas, peut-être vouloir trop bien faire, et on a mal fait. Bon, ça peut arriver à tout le monde et nous on a peut-être grillé notre joker à Saint-Vulbas, mais on l'a rattrapé à Feur. Voilà. En tout cas, merci de cette compétition, de vous compétiteurs, parce que vous nous faites vivre vraiment des moments formidables. Merci beaucoup. Je suis content parce que le Sport Boule mérite. Et c'est la fin de la partie. Voilà, c'est ça. Et le Sport Boule mérite parce qu'il a vraiment énormément de talent dans ce sport. Il faut le montrer. Ça demande énormément d'exigences et on le voit. Hein, je veux dire, les moyennes sont assez exceptionnelles. Et moi, je félicite tous mes partenaires, toutes les équipes avec qui on a envie en tout cas de lutter parce qu'il y a une bonne ambiance et puis il y a un respect. Et ça, je dis bravo à toutes les équipes de M1. Je ne vais pas toutes les citer, mais bravo à tous les chefs d'équipe qui se donnent les moyens d'essayer de mettre les joueurs en valeur. Et ça, c'est bien. Voilà, merci. Merci beaucoup Albert, merci et félicitations. Voilà, allez, comme d'habitude, c'est cette analyse qu'on attend tous, l'analyse de Marc-Alexandre. Marc, des belles parties cette fois-ci, ici à Feur pour la deuxième fois. Oui, c'est vrai, un joli nouveau d'ensemble, j'ai trouvé. Une qualité de jeu homogène, des équipes qui refont surface, une finale inédite. Saint-Vulbas qu'on avait vu la semaine se refaire une santé, et puis là, Ballaruc qui revient sur le devant de la scène. Ce soir donc. Et puis Rumilly qui est éliminé de la finale et de la demi-finale. Rumilly ne peut pas tout gagner tout le temps. Il faut que ça tourne. Hein, c'est la loi de la compète. On les a vus en difficulté ce matin et ça s'est confirmé assez vite, quoi. Rumilly reste leader malgré tout. 7 est bien accroché à sa deuxième place. Lyon Métropole confirme, ils sont 3e. Et surtout, Saint-Vulbas retrouve Annecy à la 4e place à égalité à 50 points. Donc, qui avait gagné la première étape. Hein. Absolument. Donc tout ça se resserre et finalement les équipes prétendantes, un peu de second couteau, commencent à se dire que c'est possible, quoi. Hein, ça préfigure des beaux matchs, alors des belles parties. Ben oui, parce que là nous étions presque à la moitié de notre sprint printanier, parce que c'était la 5e étape. Finalement c'est moins éparpillé qu'on aurait pu le craindre. C'est ce qu'on avait dit au départ, et puis finalement il y a quand même 2 groupes, hein, on va dire. Hein. Oui, mais bon, c'était ce qu'on pouvait penser sur une masse de 16 équipes comme ça. On se doutait bien que certaines seraient en tête, d'autres à la traîne assez vite. C'est ce qui s'est confirmé. Hein. En queue de peloton, on voit bien que Dulac n'y arrive pas, Mioto non plus. Bon, tant pis. Déjà, ils ont le courage de se confronter aux meilleurs, de faire honneur à leurs couleurs. La Tour de Salvagny, c'est le Rhône. Mioto, c'est Bellegarde-en-Forêt, c'est la Loire. Voilà, ils sont au cœur du dispositif. C'est bien qu'ils soient là aussi.
Allez, c'est bien que vous soyez là aussi dans 15 jours à Saint-Vulbas. On leur donne rendez-vous à Saint-Vulbas, tout le monde? Sûr. Allez, merci et merci pour cette analyse, Marc-Alexandre. Franck, avec plaisir. À très bientôt. Les amis, suivez-nous. Allez, on revient sur le classement de la boule rouge et les qualifiés de Saint-Vulbas. Il s'agit de Gilles Vincent avec 18 points et Kevin Jury avec 13 tirs. Je vous laisse découvrir le tableau des meilleurs joueurs après 5 étapes, le top 5 des meilleurs pointeurs, le top 5 des meilleurs tireurs et le top 5 des meilleurs tireurs de but. Et tout de suite, la boîte à questions avec Gaël Berger. Alors comment je suis arrivé dans le sport boule? Moi déjà je suis lyonnais au départ, donc le sport boule ça fait partie de la culture lyonnaise, la culture sportive lyonnaise. Et comme je suis un passionné de sport, forcément j'y suis venu naturellement. Mais je suis vraiment rentré véritablement dans le sport boule, on va dire aux alentours de 2015. Voilà, donc j'ai grandi avec, mais je suis vraiment rentré dans les détails, dans le suivi un peu plus progressif un petit peu plus tard. Alors mon meilleur souvenir de commentateur de Sport Boule, il est très très récent parce que c'était la demi-finale de la deuxième étape de la Ligue M1. C'était du côté de Feur et c'était le retournement de situation. Le match entre Annecy et Sète. Annecy qui menait 7-0 justement pendant 1h40 environ. Et puis dans les 20 dernières minutes, il y a eu une remontée incroyable. Et là, voilà, pour finir par gagner à la dernière seconde 8-7. Et là, je trouve que on en retrouve tous les ingrédients du sport ball. C'est-à-dire un sport qui est spectaculaire, qui n'est pas joué d'avance, où il y a beaucoup de suspense, où le psychologique aussi rentre énormément en compte, autant que la technique finalement. Voilà, une dynamique de match qui peut être complètement balayée d'une minute à l'autre ou d'une main à l'autre. Et c'était vraiment incroyable de commenter ça. J'étais avec Fabrice Laposta et je me suis régalé vraiment. Je me régale de commenter tous les matchs, mais celui-là franchement tout particulièrement. Alors est-ce que je suis sportif? Oui, je pense que je peux dire que je suis très sportif. J'ai toujours baigné dans le sport. Déjà, je suis issu d'une famille de sportifs. Moi, j'ai mon grand-père qui a joué au rugby, ma grand-mère qui a joué au basket, mon grand-père de l'autre côté qui jouait au foot, mes cousins qui jouaient au rugby. Bref, mon père qui jouait au hand, ma mère aussi. Enfin voilà, j'ai à peu près tous les sports. Et depuis que je suis tout petit, on m'a toujours emmené dans tous les stades, dans tous les terrains, dans toutes les salles. Voilà, j'ai pas forcément de sport de prédilection, même si il a bien fallu en choisir un parce que j'ai pas pu jouer à 50 sports, même si j'aurais adoré, mais il fallait choisir. Donc voilà, j'ai joué au foot pendant plus de 25 ans jusqu'à ce que je m'esquinte bien un genou et que j'arrête il y a 5-6 ans maintenant. Mais parallèlement à ça, voilà, j'ai toujours pratiqué tous les autres sports. Alors à l'école évidemment où je me régalais de pouvoir justement toucher un petit peu à tout, ou même avec des amis où j'ai beaucoup joué au basket, au hand, au volley. J'ai beaucoup couru aussi. Là, je fais du water polo depuis 2 ans maintenant parce que c'est un des rares sports qui me convient avec mon genou en mousse. Et voilà, sinon, j'aime tout regarder et je m'intéresse à tous les sports. Alors, les qualités d'un journaliste sportif, c'est d'être curieux, d'être observateur, d'être précis, d'être rigoureux aussi. Et puis, voilà, puisqu'on parle de sport, c'est aussi faire passer l'émotion, savoir transmettre l'émotion que l'on peut voir et des images que l'on peut commenter. Alors, quel est le rôle du consultant? Eh bien, ça va être d'apporter justement tout ce dont les téléspectateurs ont besoin. Et que le journaliste ne peut pas forcément apporter, c'est-à-dire toutes les petites anecdotes, toutes les infos coulisses, parce que c'est un spécialiste, forcément le consultant, c'est celui aussi qui va avoir la vision, qui va nous expliquer presque avant même ce qui va se passer, bien les différentes hypothèses, qui va pouvoir tout de suite réagir sur la tactique, qui va donner son avis aussi parfois en disant peut-être qu'il pourrait prendre telle option ou telle option en fonction, et puis surtout qui va argumenter. Voilà, ça c'est vraiment tout l'intérêt. Et puis le consultant, il doit être toujours au fait de toutes les dernières infos et finalement il doit savoir le maximum de choses et surtout il doit être pédagogue, c'est-à-dire qu'à mon sens il doit pouvoir apporter à celui qui est spécialiste comme à celui qui est novice du sport qu'il est en train de commenter.
Allez, il est l'heure de parler de ce tirage au sort pour Saint-Vulbas avec dans le groupe 1 un très beau match qui s'annonce entre Annecy et Saint-Vulbas et puis en outsider Valencin. Et puis dans le groupe de l'Acrolion avec 7 très compliqué pour Fontaine et la Côte Saint-André. Dans le groupe 3, ça va être difficile pour la tour de Salvani-Nice et Joyeuse. Et enfin, dans le groupe 4, ça va être compliqué pour Bellegarde en forêt avec 3 grosses équipes, Ballaruc, Rumilly et Saint-Vulbas. Et puis on va se donner rendez-vous le 28 février à Saint-Vulbas pour le début de la bulle rouge à 15h. 21h, ce sera la première partie. Samedi, l'Italie s'invite à Saint-Vulbas avec un apéritif, un dîner, des animations. Je vous rappelle donc le repas festif avec un apéritif offert par la maison Ricard, les lasagnes, le tiramisu et tout ça à 20 compris pour seulement 14 €. Le repas est assis. Voilà mesdames, messieurs, rendez-vous à Saint-Vulbas vendredi 28 février. On compte sur vous.